Voilà, c'est un peu un show à l'américaine, mais je pense que c'est important. Et les sujets que nous allons évoquer sont évidemment stratégiques. Et pour discuter de tout ça, puisque nous sommes arrivés à l'heure du fameux débat, je vais demander aux membres du panel de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Et je voudrais demander d'abord à Jean-Luc Cruc de bien vouloir prendre place. Jean-Luc Cruc, c'est important à dire, est député wallon, mais ça vous le savez, mais il est aussi juriste, et ça, c'est aussi important à dire. Vous choisissez votre place, Monsieur Cruc. À droite. François Toumsin, mesdames et messieurs, François Toumsin est directeur de tout ce qui est énergie renouvelable au sein du groupe Engie. Bienvenue, Monsieur Toumsin. Damien Ernst est professeur à l'Université de Liège, c'est quasiment notre Monsieur Énergie. Il est docteur en sciences et nous aurons bien besoin de ces talents pédagogiques pour rendre simple et accessible ce qui est compliqué, il faut bien le dire. Fernand Griffenet est directeur général de la société de distribution de gaz et d'électricité Orès. Fernand Griffenet. Et enfin Philippe Henry. Philippe Henry est député wallon, député aussi sénateur communautaire, si je ne m'abuse. C'est exact? Voilà. Bien. Voilà, nos 5 membres du panel sont devant vous, mesdames et messieurs, et nous allons essayer de rendre clair, ce qui ne l'est peut-être pas toujours. Et pour ça, je voudrais demander à notre Monsieur Énergie, à Damien Ernst, peut-être de poser très rapidement les bases de ce débat et de nous dire la problématique aujourd'hui. Vous avez un public de 2500, 3000 personnes qui sont, comme moi, des Belges moyens, qui ne sont pas forcément des techniciens et qui ont quand même le sentiment d'avoir été floués. Bah oui, je pense qu'ils ont été floués, ça c'est clair. Ce qui est surtout le plus révoltant, c'est que les gens floués dans le secteur des énergies renouvelables, les investisseurs dans les énergies renouvelables, ce sont vraiment les gens moyens, quoi. Ce ne sont jamais les grosses compagnies. On a encore vu un immense scandale dans les énergies renouvelables en 2016. On a signé pour 2 parcs dans l'éolien offshore, Rental et Norter. On a signé aux alentours de mai. On se rend compte en début de cette année qu'on a payé 2 fois trop cher. 2 fois trop cher pour ces parcs éoliens. Résultat, c'est 2,5 milliards en trop qu'on paye pour ces choses-là. 2,5 milliards en trop. Et moi, je ne vois pas de levée de bouclier politique en se disant comment est-ce qu'on fait pour ne pas payer ces 2,5 milliards en trop. Par contre, pour les petits... Par contre, pour les petits producteurs de photovoltaïque, là, on s'acharne dessus. Et je trouve que c'est vraiment révoltant, ce 2 poids, 2 mesures. Parmi les administrateurs de TPCV, François Régis est certainement un des plus talentueux dans ses apparitions médiatiques et j'ai visionné quelques-unes de ses apparitions et notamment je l'ai vu questionner le ministre-président Paul Magnette sur la question de savoir s'il n'y avait pas eu rupture de contrat. Je caricature évidemment Régis parce que je vais essayer de rester très simple aussi. Réponse de Paul Magnette, encore une fois sans nuance, je vous la cite en vrac. 1, c'était le gouvernement précédent ou les gouvernements précédents, et 2, je ne veux pas qu'il y ait 1 200 000 Wallons qui payent pour ceux qui ont investi
dans l'énergie photovoltaïque. Je trouvais que cette réponse était problématique et le journaliste que je suis est quand même très sensible à une chose, c'est la stabilité et la sécurité juridique. Je pense que les avocats qui sont au premier rang et qui vont intervenir après ce débat ne vont certainement pas me démentir. C'est extrêmement important. La sécurité juridique, c'est la confiance. Alors j'ai à ma droite Philippe Henry et un peu plus loin Jean-Luc Cruc. MR et Écolo, ce sont les deux partis qui ont refusé de voter en 2001 le fameux décret sur la distribution d'énergie en Wallonie, le décret wallon. Messieurs, est-ce que vous considérez, vous aussi, peut-être Jean-Luc Cruc d'abord, est-ce que vous considérez, vous aussi, qu'un gouvernement doit assumer les décisions qui ont été prises par ses prédécesseurs? C'est la question que se posent beaucoup de gens dans cette salle. Merci, mais je pense l'avoir déjà dit à plusieurs reprises, que ce soit sur un plateau télévisé ou même, et d'abord, au sein du Parlement, en commission, c'est l'évidence. On peut émettre tous les critiques que l'on veut, les reproches, se faire une auto-accusation si besoin en est par rapport à une décision prise, et tout le monde peut se tromper, moi j'accepte ça, mais les décisions qui ont été prises par l'autorité publique, si on les remet, et c'est ça votre question, en cause avec des effets rétroactifs, on en arrive à la confiance et au degré zéro de la confiance. Et ça, c'est impossible. Et je me suis systématiquement opposé, et je vois que Willy Borsu, qui était à l'époque chef de groupe, et là aussi, était à mes côtés, ou plutôt c'est moi qui étais à ses côtés à l'époque, c'est systématiquement opposé à ça aussi, parce qu'on ne peut pas faire de raisonnement si on vient dire à quelqu'un, on vous a demandé la confiance pour investir dans le durable, dans ce qu'on vous présente comme option du durable, et maintenant que vous l'avez fait, on vient chercher le bénéfice sur lequel vous avez travaillé, celui auquel vous avez droit, vous avez calculé, vous avez investi, et maintenant tout ça on l'oublie. Moi, je ne peux pas l'accepter. De qui que ce soit. Solennellement, c'est si je suis ministre-président après les prochaines élections régionales. Vous allez faire beaucoup de déçus. Hein. Le dernier sondage vous donne vainqueur quand même. Ah, d'accord. Bon. Si vous êtes ministre-président, vous en revenez à... C'est pas si je suis ministre-président. Si les libéraux se retrouvent dans un gouvernement wallon, on ne va pas remettre en cause les engagements qui ont été pris par une autre majorité que la nôtre. C'est ça, la continuité publique. D'accord, merci. Philippe Henry, même question. Je sais que vous n'êtes pas vite démonté parce que vous avez quand même été président de la Fédération des étudiants francophones et vous savez ce que c'est le chahut, j'imagine. Et donc, même question, Écolo n'a pas voté ce fameux décret et la réponse du ministre-président Magnette était gouvernement précédent. Votre opinion sur ce sujet? On assume? Mais je pense qu'il y a une réponse en plusieurs temps. Dire un gouvernement ne peut pas démonter ou changer ce qui a été fait par le gouvernement précédent ou un gouvernement précédent, mais tous les gouvernements ne font que ça à longueur de journée. Hein, je veux dire, si vous achetez une maison, par exemple, et que tout d'un coup un gouvernement va changer la loi sur le remboursement hypothécaire, ça va vous affecter dans l'achat que vous avez fait de votre maison. On ne peut pas imaginer qu'aucune loi ne s'applique avant 30 ans parce que des personnes ont été concernées par une situation particulière. Oui, enfin bon, la rétroactivité, donc, Philippe, c'est la rétroactivité. C'est une rétroactivité pour les années en cours de l'installation. Alors, je suis tout à fait d'accord, évidemment, que la situation ici a été tout à fait chaotique. Ça, je veux tout à fait bien le reconnaître. D'abord parce que le système initial était totalement irresponsable. Je veux dire, multiplier par 7 les certificats verts et donner des subsides extrêmement importants en faisant de la publicité pour les panneaux photovoltaïques, et je pense que beaucoup de personnes ici certainement se sont engagées suite à ces communications-là, sans faire les calculs de ce que ça représentait pour les pouvoirs publics et pour la facture des autres citoyens. Et là, je pense qu'aucun citoyen ici dans la salle se retrouverait dans cette situation-là, dans le rôle contraire, n'apprécierait non plus. Et donc, l'autorité publique qui suit, elle doit gérer comme elle peut la situation. Alors, on peut dire que c'était mal géré, etc. Des affaires judiciaires sont en cours, je dirais, qui parleront de ça et qui établiront les choses. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est aussi pour l'avenir.
quelle est la manière dont on va soutenir les producteurs existants aujourd'hui, ceux qui viendront demain, comment les réseaux vont être gérés. Et là, je pense qu'il y a une marge de discussion, y compris par rapport à ceux qui sont aujourd'hui touchés par des mesures qui viennent modifier ce qu'ils avaient pensé avoir comme rendement. Bien, je note de votre réponse, je sais que je parle sans nuance, mais vous savez que c'est notre principal défaut, nous journalistes. Vous êtes donc d'accord avec Paul Magnette ? Je ne suis pas d'accord avec Paul Magnette sur grand-chose, mais je suis d'accord qu'un gouvernement doit assumer la suite des décisions et doit trouver un équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt des personnes concernées par quelque chose de particulier. Mais je pense qu'il y a une marge de discussion là-dessus. Je ne m'attendais pas à avoir le beau rôle en acceptant de venir ici. Je vous l'ai dit, vous êtes habitué au chahut. Et je ne vais pas mentir ou dire n'importe quoi. Je pense qu'il faut, aujourd'hui, on est en 2017, que maintenant il y a des discussions à venir pour les années futures et qu'il y a de matière à discuter sur c'est quoi le lien au réseau, c'est quoi les certificats verts qui doivent être remboursés, et il n'y a pas de raison que ceux qui ont investi par le passé soient floués de cela et qu'il y a un accord équilibré à trouver. Mais je ne vais pas vous dire n'importe quoi parce que ce serait mentir, et je ne pense pas qu'on m'a invité ici pour venir mentir. Non, mais bon, on peut faire mentir les sondages, en tout cas, à défaut de vous faire mentir ou de faire mentir qui que ce soit. Imaginons que vous êtes le prochain ministre-président wallon. Vous poursuivez la politique actuelle ? Certainement pas. C'est bien pour ça que j'ai voté contre le décret tarification qui vient d'être soumis au Parlement il y a quelques semaines. Je pense que le gouvernement wallon n'a pas de vision énergétique, qu'il n'y a pas de vision belge, puisqu'on attend un pacte énergétique en discussion entre les différents gouvernements. Nous demandons ça depuis très longtemps. Il n'y en a pas une ligne qui est écrite à ce stade-ci. Et que donc, c'est très difficile d'avoir une politique de long terme pour les investisseurs, pour les différents acteurs de l'énergie. Et nous demandons qu'il y ait ça, et nous demandons qu'il y ait un engagement clair pour les énergies renouvelables, et y compris pour les prosumers. Donc, bien sûr qu'il faut prendre des mesures qui aujourd'hui ne sont pas prises. Alors, Jean-Luc Cruc, très vite, une réponse. Pourquoi est-ce que je me tourne vers vous ? Parce que vous êtes les deux interlocuteurs politiques, vous-même, M. Cruc et Philippe Henry. Vous le savez, nous l'avons dit d'emblée, nous avons invité énormément d'élus, et beaucoup ont décliné. Beaucoup aussi n'ont même pas répondu à notre invitation. Et donc, Jean-Luc Cruc, très rapidement, avant que je cède la parole à Damien Ernst pour examiner l'aspect technique de votre réponse et de celle de Philippe Henry, qu'est-ce que vous répondez à Philippe Henry ? J'ai du mal à comprendre cette position, mais je la respecte, chacun a le droit à son opinion. J'ai du mal à la comprendre. Pourquoi ? Parce qu'en termes de crédibilité politique, et je mets de la nuance, en termes de crédibilité politique, si au citoyen qui s'est engagé avec une parole donnée par le public, on lui dit aujourd'hui ou demain, vous savez, ça, la parole politique, ça compte pour rien, il ne faut pas faire de la politique, il faut faire autre chose dans la vie. Moi, je ne veux pas être celui qui tient à ce langage-là. Je suis conscient de ce que ça coûte en termes budgétaires. Je pense que je suis un de ceux au Parlement qui généralement ferraille sur les budgets et sur les dépenses publiques. Mais c'est une question de responsabilité. Que l'on change pour ceux qui ne sont pas dans le système et qui vont y rentrer à l'avenir, le système. Pour cela, avec un langage précis, clair, qui permette à chacun de savoir comment il pourra investir à l'avenir, là, on peut discuter. Mais pas pour ceux qui sont aujourd'hui dans le système, parce qu'eux, ils ont fait confiance à l'emploi. Attendez. Voilà, la réponse de Philippe Henry. Mais je pense qu'on doit être responsable aussi par rapport à tous les citoyens qui ont sur leur facture un supplément à payer qu'ils n'ont pas choisi. Et je pense que ça, les ministres doivent aussi être responsables par rapport à ça. Deuxième chose, je voudrais savoir de la part de M. Cruc si, au niveau du gouvernement fédéral, vous allez remodifier dans l'autre sens des modalités de fiscalité qui font que certaines personnes perdent par rapport au système antérieur dans lequel ils étaient. Si les étudiants en médecine, par exemple, qui aujourd'hui n'ont plus de certitude d'avoir de numéro INAMI, on va leur redonner... Je veux dire, on peut multiplier les exemples à l'envi. Je pense que ce n'est pas responsable de dire que l'on peut mener une... Mais écoutez, moi je peux arrêter de parler, mais alors il ne faut pas m'inviter. Hein.
Non, allez-y, parlez, allez-y. Un homme politique doit être responsable par rapport à une situation dans laquelle il se trouve. La situation dans laquelle il se trouve, c'est qu'il y a d'une part un certain nombre de situations particulières, de gens qui ont fait des investissements personnels, qui ont fait des calculs qui ont été influencés par des mensonges politiques, dont je ne suis pas responsable, qui ont lieu au moment où le système a été mis en place. Et d'autre part, des citoyens qui se retrouvent face à une situation également de subir cela. Et donc on doit sortir de ça par le haut, c'est-à-dire que ça doit être intéressant pour les personnes qui ont fait des investissements, non pas grâce aux écolos, ce n'est pas les écolos qui ont développé le photovoltaïque. Hein. Enfin bon, écoutez, moi c'est comme vous voulez, mais si on ne sait pas parler, ça ne sert à rien. Mesdames, Messieurs, je comprends votre réaction. Nous allons essayer de sortir de ce débat par le haut. Je vais demander à Damien Ernst, qui est bien sûr notre monsieur énergie, je peux vous appeler comme ça, et Damien Ernst va nous tenir un langage économique et technique. Il y a moyen de sortir de ce problème en renonçant peut-être à certains investissements futurs qui se font dans des domaines qui risquent peut-être de nous replonger à nouveau dans des situations que nous regretterions par la suite. En fait, la législation telle qu'elle existe à l'heure actuelle pour le photovoltaïque va de nouveau, la législation a changé, conduire à une bulle et puis ce genre de phénomène qu'on observe à l'heure actuelle. Ça, c'est incontestable et c'est dû à la diminution du prix du photovoltaïque, de l'éolien et aussi des batteries. Donc on est perpétuellement assis, quand on développe les énergies renouvelables, sur un baril d'explosifs. Ça, c'est clair. Et donc, il faudrait peut-être que maintenant, au niveau du monde politique, je sais bien qu'il y a toujours un peu la sensation de vouloir faire des règlements de compte à hockey corail, mais il faudrait qu'au niveau politique, ils viennent avec une législation qui fait en sorte que nos sociétés, les réseaux électriques, tous les acteurs ne soient plus assis sur un baril de poudre auquel on a allumé déjà la mèche. Et c'est le cas à l'heure actuelle. Avec le décret tarification de l'électricité en région wallonne, ça va être encore la catastrophe. Pourquoi ? Parce que vous allez investir dans des conditions, si vous faites du photovoltaïque maintenant, des conditions de rémunération que vous pensez correctes, et puis quoi, on va vous changer les règles de tarification dans 2 ans, et puis on va voir que votre retour sur investissement diminue. Comme le décret tarifaire n'est pas clair, il y aura probablement encore des attaques de TPCV. Donc il y a un manque de courage politique d'établir une fois pour toutes des règles qui sont claires. Autre chose, je suis d'accord, et ça je ne vais pas vous faire plaisir ici à l'audience, qu'il y en a certains, ici, qui ont investi dans la première génération de PV, on peut dire, voilà, ils ont eu un retour excessif. Voilà. C'était bien payé, ça c'est incontestable. La question est de savoir, même pour une société, est-ce qu'il faut taxer ce retour excessif, le reprendre, ou bien jouer la carte de la stabilité juridique qui peut avoir un avantage dans les investissements des énergies renouvelables ? Pourquoi ? Parce que quand c'est très stable juridiquement, les gens sont prêts à investir dans des énergies renouvelables avec un taux de retour sur investissement qui est très très faible. En Allemagne, les développeurs éoliens y vont à combien ? 5, 7% de retour sur equity. En Belgique, vous y allez à combien ? 10, 13%. Monsieur Thompson, si vous voulez intervenir avec votre micro. Parce que c'est plus stable en Allemagne. Oui. Donc l'instabilité juridique, à un moment donné, il ne faut pas croire que c'est juste une meilleure répartition des richesses et gérer un peu les cas abusifs. C'est aussi pouvoir avoir des énergies renouvelables, faire une transition énergétique, investir dans des moyens moins chers dans le futur. Et ça, on le néglige énormément. Dernier point, et puis je vous laisse la parole. Moi, je pense qu'au niveau de l'État, je ne comprends pas, ça vous êtes fâché sur moi, pourquoi on continue à donner des certificats verts à de l'éolien, à des grosses installations PV qui sont sursubventionné. Maintenant, on peut appeler un chat un chat. Pour moi, c'est du sursubventionnant qu'on a là et on n'honore pas une dette. Donc, on sursubventionne encore des trucs maintenant et on n'honore pas une autre dette. Je ne comprends pas. Moi, si j'étais ministre de l'énergie, honnêtement, j'arrête les subsides tant que je n'ai pas réglé ce problème de dette. Et puis après, une fois que c'est réglé, je recommence éventuellement. Ouais. François Thompson, soyons clairs, nets et précis. Pourquoi 5% en Allemagne et pourquoi cette stabilité chez nos voisins ? Bon, 5% en Allemagne, je vous laisse la responsabilité de vos chiffres. Ça dépend des investisseurs, ça dépend du risque des projets également. Il y a des vous avez quel chiffre en tête, monsieur Thompson ?
Généralement, les rentabilités exigées pour un type de projet dépendent du risque du projet. De l'éolien offshore va demander une rentabilité plus élevée parce que le risque industriel est plus élevé. Il n'y a plus rien de risque La rentabilité dans le secteur PV peut être plus faible parce que le risque industriel est beaucoup plus bas. Mettre des panneaux solaires, c'est beaucoup plus simple que de monter des éoliennes offshore. Donnez-nous un chiffre, donnez-nous ou une fourchette. Ça dépend des projets. La fourchette va de 7 à 12 à 15% en fonction du type de projet. Bon. Si vous avez un projet très risqué sur le plan industriel, il est clair que les personnes qui vont investir dedans vont demander une rentabilité plus élevée qu'un projet qui n'est quasi pas risqué. Concernant la stabilité, je vais quand même peut-être un peu dépassionner le débat. De quoi parle-t-on aujourd'hui ici? On parle surtout de la transition énergétique. Et la transition énergétique, qu'est-ce que c'est? On a coutume de la résumer avec 4 D. La décarbonisation, les moyens d'énergie de production à base d'énergie renouvelable, surtout le photovoltaïque et l'éolien. 2, la décentralisation, on en a un bon exemple dans la salle aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont installé des photovoltaïques chez eux, c'est un exemple de décentralisation des moyens de production d'énergie. 3e élément, la demande. La demande, c'est l'efficience énergétique. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on n'a pas dépensée, c'est celle qu'on n'a pas consommée. Et donc, le fait d'avoir une consommation maîtrisée avec beaucoup d'efficience énergétique fait partie de la transition énergétique. Et enfin, le dernier élément, la digitalisation. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure des microgrids. Il faut savoir que toute une série de choses sont possibles aujourd'hui et n'étaient pas possibles il y a encore 5 ans. Et donc, il y a une accélération, et c'est à ce point-là que je voulais venir, une accélération technologique extrêmement marquée, qui n'en est qu'à ses débuts de notre point de vue. Donc on n'est qu'au début aujourd'hui de la transition, je devrais dire de la révolution énergétique. Et cette accélération pose un gros problème, et on a eu l'occasion de l'évoquer déjà plusieurs fois autour de cette table, c'est que le contexte régulatoire, subside, pas de subside, un système de rémunération de la capacité, un système de taxes, il y a énormément de formules qui existent, mais une chose est certaine, généralement, le législatif, et ce n'est pas un reproche vers, les intervenants du politique ici, est trop lent par rapport à l'évolution technologique. Évidemment. Et donc, le défi qui est aujourd'hui sur la table des régulateurs, du monde politique et de tous les acteurs du secteur, c'est d'avoir un contexte régulatoire stable, mais qui en même temps est capable d'évoluer aussi vite que la technologie. Alors, c'est un paradoxe qui est extrêmement difficile à résoudre. Alors, est-ce que c'est faisable? Oui, c'est tout à fait faisable. Parce que je suis d'accord, il y a 5 ans, on pouvait se prendre plus facilement les pieds dans le tapis. Mais maintenant, on voit bien que le coût du PV diminue, photovoltaïque, des batteries aussi, de l'éolien aussi. Donc, on a la trajectoire, on sait vers où on va aller maintenant, les véhicules électriques vont aussi se développer, on sait ce qui va se passer maintenant. Donc la personne qui me dit maintenant on va se prendre les pieds dans le tapis parce qu'on ne savait pas, ça c'est faux, on le sait. Ou bien elle n'a pas sa place comme ministre de l'énergie, elle ne suit pas le secteur. Ça c'est peut-être autre chose aussi. Un manque de compétences, pour moi cruel en cabinet et éventuellement aussi dans une administration. Mais ça, c'est aussi une responsabilité politique. Bien. Mais venir avec une régulation qui a sens, qui est sustainable comme ça sur le long terme, moi je pourrais vous l'écrire, donc ce n'est pas difficile. Alors messieurs les élus, avant de passer à un autre sujet, est-ce que vous pouvez vous engager à tenir compte de ce que vient de dire Damien Ernst, c'est-à-dire à faire en sorte que le régulateur, ou appelons un chat, que le gouvernement wallon et le prochain ministre de l'énergie fassent en sorte que la réglementation soit bien greffée sur l'évolution de la technologie? Moi, je suis Damien Ernst dans son raisonnement, et c'est que je le lis souvent, on échange. Ça me semble effectivement possible d'avoir des lignes directrices. Mais ça vous semble effectivement possible, Damien Ernst, qu'on n'a pas. C'est possible. Quand j'ai dit c'est possible, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a, dans ce qu'on appelle la période tarifaire, on a, le gouvernement a émis 21 lignes directrices sans donner de hiérarchie, sans qu'il y ait un fil conducteur. Donc on est dans un flou artistique. C'est très beau au niveau artistique, mais ça ne sert strictement à rien en termes décisionnels. Et on a renvoyé la patate chaude, si vous me permettez l'expression, vers la COAP, qui elle-même est venue nous dire au Parlement, moi je suis très ennuyé, puisque vous ne me dites pas dans quel cadre j'ai fonctionné. Donc on doit absolument clarifier ce cadre. Première chose. Deuxième chose, vous connaissez un peu ma liberté de parole, on est encore dans une compétence énergétique qui a un pied au fédéral et un autre pied dans les régions. Je suis de ceux qui pensent qu'à un moment donné, il faut assumer, et qu'on ait une compétence d'un côté ou de l'autre. Moi, de quel côté? En ce qui me concerne, c'est très clair. C'est la Wallonie, c'est la région. Pour moi, l'avenir, c'est aussi de pouvoir, quand vous décidez quelque chose, dire à votre électeur, je l'ai décidé parce que j'avais la compétence, et pas c'est la faute d'un autre.
Bon, Philippe Henry. Oui, donc je pense qu'il faut effectivement que les politiques donnent des balises de long terme et s'y tiennent. C'est pour ça que je parlais du pacte énergétique tout à l'heure, parce que je pense que c'est une possibilité d'avoir un cadre dans lequel s'engagent les différents niveaux de pouvoir, malgré que la compétence est partagée. Parce que, par exemple, au niveau fédéral, on ne voit absolument pas ce qui va se passer sur le dossier nucléaire, ce qui est quand même fondamental comme inconnu dans le système énergétique et en particulier pour le développement du renouvelable. Du côté wallon, c'est pareil. Sous le gouvernement précédent, il y a eu des objectifs qui ont été fixés. Ce gouvernement-ci, pour le renouvelable, ce gouvernement-ci les a reportés de 10 ans. Donc ça c'est le pire, c'est d'avoir en permanence effectivement des changements d'objectifs et des messages qui ne sont pas du tout clairs. Donc oui, bien sûr, il est possible d'avoir des balises claires, et là-dessus, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Kruck. Dans le décret de tarification, nous avons plaidé pour ça. Nous n'avons pas été suivis par la majorité actuelle. C'est dommage, parce qu'effectivement, ça fait en sorte qu'à chaque fois, on est à un horizon très très court sur le système énergétique. Bien, alors, je reviens à vous, François Toumsin. Vous avez entendu Jean-Luc Kruck, comme nous tous, compétences régionales en matière d'énergie. Je pense que vous n'êtes pas très loin de penser la même chose. Bien, ce qui veut dire qu'on va vers une décentralisation. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire chez Engie. Décentralisation des moyens de production, oui. Pas forcément décentralisation des moyens de décision. Hein. Donc il ne faut pas confondre les deux. Aussi un peu, quand même. Et donc, effectivement, oui. Et il ne m'appartient pas ici de faire des commentaires en long et en large sur le millefeuille institutionnel belge, hein, qui est assez compliqué. Non, mais sur la décentralisation. Mais sans jésuitisme, hein, la décentralisation des moyens de production. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce que font tous nos collègues distributeurs et producteurs. Il est clair que technologiquement... Oui, mais c'est ce que font aussi les grosses boîtes comme la vôtre. Hein. Oui, bien entendu. Voilà. Ça fait partie de nos stratégies et on a des objectifs assez ambitieux dans ce domaine-là, puisqu'on veut développer du solaire dans tous les segments qui vont du particulier, je dirais 1 kW, jusque la grande installation industrielle de 5 MW, donc 5 hectares. On développe de l'éolien, on veut monter à 500 MW éolien en 2020, peut-être plus si on en a la possibilité. Et donc, on a des projets dans l'offshore. Oui, on a des projets dans l'offshore, mais ils ne sont pas encore subventionnés, ceux-là. Hein, donc, je te rassure tout de suite, peut-être plus tard. Et donc, on a clairement des ambitions dans le domaine de la décentralisation. Nous avons également, comme bien des concurrents, je dirais, en Belgique, en Wallonie et en Europe, l'ambition de participer avec nos clients particuliers à un optimum sociétal. Il faut savoir, quand vous parlez de transition énergétique, quand vous parlez de tarification réseau, hein, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous plaidons en tant qu'acteurs responsables vers une tarification qui encouragera des comportements qui feront tendre le coût sociétal du système électrique global vers un minimum. Attendez, dites ça autrement parce que moi, je n'ai pas capté. Hein. Et donc, bon, ça veut dire... Soyons... Parlons français, mais français simple. Ça veut dire qu'un bon système régulatoire est un système qui va encourager des comportements les plus responsables sur le plan du coût global du système. Voilà. Donc il faut minimiser le coût global parce qu'à la fin, quand vous avez un système électrique, il n'y a que 2 types, je dirais, d'acteurs qui payent, ce sont les contribuables ou les clients. Il n'y a pas d'autres... Souvent, c'est les mêmes. Hein. Souvent, c'est les mêmes, effectivement, et nous en faisons partie également. Donc on paye 2 fois. Hein. Ouais. Et donc, le but, c'est de minimiser le coût global du système. Et on peut aujourd'hui offrir à des particuliers et à des entreprises des systèmes qui permettent, dans un contexte régulatoire que nous appelons de nos voeux, qui permettrait de tendre vers des comportements qui minimisent le coût sociétal. Dans ce contexte régulatoire, nous devons évidemment, en tant qu'industriels, en tant qu'opérateurs, offrir à nos clients la possibilité de chercher, à l'intérieur de ce cadre régulatoire, je le dis encore, un optimum économique. Alors, et là, on parle du stockage, on parle du demand side. Attendez. Sur le coût global, une petite remarque. Hein. Oui. Pour moi, il y a aussi la répartition des richesses, parce que si c'est juste des gros acteurs industriels qui font des bénéfices, c'est peut-être mieux pour une société qui sont renvoyés peut-être vers Paris, quand même dans le cas du groupe Engie, c'est peut-être mieux que ce soit des petits producteurs photovoltaïques qui le font. Même si c'est un peu plus cher, ça refait tourner une économie locale. Donc pas sûr que ce soit le coût global. Et il y a encore la notion en fait de l'emploi aussi qui est créée. Bon, j'ai toujours trouvé que des panneaux photovoltaïques, des batteries, il va falloir des plombiers du photovoltaïque pour les installer. C'est aussi créer un tissu industriel. C'est le fait que les gens s'enrichissent. Oui. Qui a été malmené. Hein. Qui a été malmené. Donc c'est pas juste le coût global. Hein. La réflexion doit être beaucoup plus transversale que ça.
Peut-être une réaction. Oui, Est-ce que je peux intervenir ou pas du tout? Parce que comme il fait très beau et qu'on est dimanche après-midi, je vais vraiment avoir des regrets si je ne peux rien dire. Écoutez, franchement, j'avais l'intention de vous céder la parole, mais si maintenant vous ne voulez pas parler, on peut remettre ça à plus tard. Hein. Bon, j'étais occupé avec François Toumsin. Vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Oui, non, quand je parle du coût Damien global, Ernst. c'est clairement le coût global pour la société. Après, l'autre débat, c'est effectivement les emplois locaux versus les panneaux photovoltaïques qu'on achète en Chine et ce genre de choses. C'est un autre débat qui n'est pas sans importance. Il est clair que le renouvelable, la production décentralisée, c'est quelque chose qui est local. Les éoliennes, c'est local. Le photovoltaïque, c'est local. On parle de petites installations. Donc, on est en prise avec ce qu'on appelle, je dirais, les régions, les territoires. Ce ne sont pas des installations qui sont isolées derrière une clôture et qui sont, je dirais, complètement coupées de la réalité locale. Et donc, cet ancrage local, c'est un fait. C'est quelque chose qui continuera à se développer. Et donc, ça peut signifier des emplois locaux, ça peut signifier un revenu local pour ces installations. Ce n'est pas parce que l'opérateur industriel est une grande multinationale qu'il n'y a pas de revenus locaux pour les installations que nous plaçons, je dirais, en Wallonie et en Flandre. Mais bon, c'est une autre explication qui prendra un peu plus de temps. Mais donc, on croit beaucoup à l'ancrage local qui est totalement indispensable à la décentralisation. On ne peut pas faire du renouvelable, on ne peut pas parler d'énergie renouvelable sans avoir un ancrage local. Après, qui est l'actionnariat de la société? Je dirais que c'est un autre débat. D'accord. Alors, ce qui est local aussi, et vous voyez, Fernand Griffenet, malgré ce que vous pouvez penser, il y a une certaine logique dans ce débat. Il y a aussi un élément qui est particulièrement important sur le plan local, et c'est la distribution. Et donc, j'en viens à vous. La distribution d'énergie, Damien Ernst, est-ce qu'elle coûte cher? Est-ce qu'elle est compétitive? Vous en venez à moi ou vous en venez à Damien Ernst? Non. Je laisse d'abord répondre, sinon il va me râler dessus. Mais mais peut-être pour la distribution d'énergie dans des choses comme ça, elle coûte cher. Voilà. Je pense quand même qu'elle coûte cher. On a vu, vous êtes à 15 centimes par kilowattheure sur Verviers. Maintenant, est-ce qu'elle coûte trop cher? Ça, c'est une autre question. Mais on peut quand même se poser la question, et ça j'aimerais bien une fois que M. Griffenet y réponde, est-ce qu'il n'y a quand même pas une structure de coût, honnêtement, trop élevée chez les GRD wallons? On a l'impression, est-ce que c'est pas... Peut-être pas trop de staff, mais est-ce que dans des entreprises privées, on va dire des installateurs de PV ou des électriciens, est-ce qu'ils ont, donc des gens dont le business c'est dans l'électricité, est-ce qu'ils ont la même structure de coût? Est-ce que ces prix de l'électricité ne sont pas liés aussi au fait que vous êtes sur une masse salariale comme ça, un peu comme il y avait à la RTT avant, quelque chose que vous ne savez pas réduire et qui fait que c'est trop cher. Voilà. On a l'impression que s'il y avait de la compétition, voilà. on va laisser Fernand Griffenet répondre. Vous voyez, Fernand Griffenet, que lorsqu'un journaliste n'est pas compétent en matière technique, il s'arrange pour faire poser les questions par un autre. Tel qu'un bon sous-traitant. Voilà. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs qui m'ont invité à venir prendre la parole devant vous, parce que le premier message que j'avais envie de vous donner, c'est que la distribution, les gestionnaires de réseaux de distribution, Orès en particulier, il est votre partenaire, le partenaire des gens qui, comme vous, avaient installé des panneaux photovoltaïques. On a vu dans la première partie de cette Assemblée générale de très beaux exemples d'innovation technologique. Mais on a beaucoup entendu parler de 2019, de 2020, bref, il y a des perspectives très intéressantes technologiquement qui viendront compléter les installations photovoltaïques. Mais aujourd'hui, le 26 mars 2016, dimanche de soleil, comme je viens de l'exister, 2017, merci, dimanche ensoleillé, qui est le partenaire des panneaux photovoltaïques qui sont en train de produire de l'électricité qu'on ne consomme pas? Le gestionnaire de réseau de distribution. C'est lui qui remplit cette fonction de stockage, de stockage différencié de la production décentralisée. Et je suis ravi de le faire. C'est un service merveilleux que nous pouvons rendre, gestionnaires de réseau de distribution, aux propriétaires de panneaux photovoltaïques. Et c'est un peu dommage, évidemment, le débat qu'on a eu dans la première demi-heure, c'est pour ça que je souhaitais quand même intervenir, où on sent finalement que on a polarisé autour du photovoltaïque, on a polarisé, on est tous sur un baril de poudre et la mèche est allumée. Et effectivement, c'est assez regrettable pour ce qui devait être finalement une superbe aventure industrielle, ce développement de production décentralisée, cet accès pour des particuliers à l'énergie, à la production d'énergie,
à une production d'énergie beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus locale, et où je me retrouve totalement. L'avenir du réseau de distribution, c'est justement d'apporter ces réponses locales avec des investissements en Wallonie, avec des emplois, et non, monsieur Ernst, pas trop bien payés, pas inutiles, pas paresseux, avec des emplois wallons, des gens qui travaillent, qui créent de la richesse en Wallonie. Ça, c'est mon entreprise. Votre partenaire local pour faire en sorte que vos installations fonctionnent. Et il faut bien reconnaître, aujourd'hui, vous allez rentrer. Croyez-moi, elles auront fonctionné sans aucune difficulté. Alors il y a tout ce problème de tarification des réseaux, choix politique, choix qui aurait dû être fait plus tôt, une clarté qui aurait dû être faite beaucoup plus tôt pour que chacun investisse. Et ça, j'admets totalement ce point en parfaite connaissance de cause. C'est ce que l'on veut tous lorsqu'on doit prendre une décision d'investissement ou autre. Savoir à quoi on va s'engager, savoir dans quel cadre et dans nos métiers, dans quel cadre de moyen terme, voire de long terme, on va devoir l'inscrire. Donc ça, je comprends parfaitement qu'il y a là un sentiment de gâchis, de vous à moi, chez nous aussi, il y a un certain sentiment de gâchis, mais il y a une urgence. Il va falloir, parce que comme je vous l'ai dit, le réseau est votre partenaire, il vous rend des services pas plus tard que maintenant, il va falloir que l'on trouve un système, qu'on l'invente. Moi, je n'ai pas de problème, je suis plutôt un homme de dialogue, je suis plutôt un homme de consensus. On va devoir essayer de trouver des formules qui font, moi j'ai parlé à la commission du Parlement d'une espèce d'assurance kilowattheure garantie. Je pense que le réseau de distribution peut demain devenir une espèce d'assurance de disposer toujours de l'électricité dont on a besoin quand on en a besoin. Et donc forcément, la personne qui a investi dans des panneaux photovoltaïques, qui pendant toute une période de temps ne sollicite pas le réseau de distribution, ne doit pas payer pour ça, évidemment. Mais dans les moments où il le sollicite, il faut qu'on trouve un système qui fait que, au fond, tous les Wallons et les Wallonnes contribuent de façon équitable, pas identique, les situations ne sont pas les mêmes, il faut en tenir compte, mais contribuent de façon équitable. Parce que moi j'ai envie de dire à mes collègues politiques ici qui sont autour de la table, mais surtout à vous, essayons de dépassionner ce débat et essayons d'inventer des formules qui nous permettent aux uns et aux autres de nous retrouver. Parce que, dernier mot que je voudrais dire, j'en profite puisque j'ai attendu 35 minutes, le dernier mot que je voudrais vous dire, c'est moi, je n'espère qu'une chose, c'est que le photovoltaïque, cette histoire, ne soit pas finie en Wallonie, qu'elle continue à se développer. Mais pour qu'elle se développe, il faut qu'on arrive à mettre en place ce cadre sain et équilibré dans lequel tout le monde se sentira à l'aise. C'est la vraie condition de la réussite du photovoltaïque. On ne peut pas imaginer que cette histoire-là va se terminer maintenant avec 100 000 producteurs décentralisés qui ont leur installation et avec ce goût amer dans la bouche d'un peu tout le monde, il faut bien le dire. Bon, alors j'ai 2 questions pour vous. Waouh, je n'y croyais pas en arrivant. Mais vous êtes d'un naturel pessimiste en général? Non, pas du tout. Non, voilà, on vous a laissé la parole pendant un certain temps et vous êtes applaudi. C'est magnifique. La journée est bonne. Je reviendrai l'année prochaine. De là, mes 2 questions. Première question. L'image des intercommunales est quand même sérieusement écornée. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'électricité distribuée par Ores, notamment à Verviers, est la plus chère de Belgique? Oui, tout à fait, je peux vous l'expliquer. Je le regrette d'ailleurs, parce que j'habite pas loin d'ici, dans le Condro liégeois, à Ouffet, dans un petit village. Et le petit village où j'habite, il a les tarifs les plus élevés d'électricité, comme vous le dites, parce qu'il dépend d'Ores-Verviers. Alors, outre le fait que vous le regrettez, comment vous l'expliquez? Comment est-ce que je l'explique? Tout simplement parce que la réalité économique de l'exploitation des réseaux sur ces territoires qui n'ont presque plus rien d'urbain. On a eu affaire à 2 décisions politiques majeures contre lesquelles je ne peux rien. Celle d'une majorité communale à Verviers, il y a une dizaine d'années, qui a décidé de sortir d'Orez pour l'exploitation du gaz, et plus récemment, celle d'une majorité politique à Liège, qui a décidé de quitter Orez pour la distribution de l'électricité. Autrement dit, tous les éléments qui étaient des éléments de performance, de densité de réseau, et qui tiraient le tarif vers le bas, on les a... D'économie d'échelle. Exactement, vous l'avez tout de suite compris. Eh bien, certains, pas moi, je le regrette, ont décidé d'en faire cadeau à quelqu'un d'autre, qui aujourd'hui, effectivement, annonce des tarifs plus bas. Il ne manquerait pas plus que ça, j'ai envie de dire. Bon, nous entendons votre explication, chacun se fera son opinion. Deuxième question concernant Orez. Le président d'Orez, c'est Didier Donfu. Oui. Bien. Je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais pendant très longtemps, c'était son fils qui le contrôlait au cabinet Furlan. Est-ce que c'est normal? Là, je pense que ce n'est plus moi que vous applaudissez. Là, je crois que vous êtes naïf. C'est pas pour vous les applaudissements. Non, hein.
Écoutez, d'abord, je pense que celui qui contrôle ORES, ce n'est pas le ministre de l'Énergie. Celui qui contrôle ORES, c'est le régulateur. Mais qu'est-ce que le fils d'Onfu faisait chez Ferland alors? Ça, c'est pas moi qui choisis les membres des cabinets ministériels en région wallonne. Mais c'est le ministre qui contrôle. J'admets que chacun d'entre nous ait un avis sur cette question-là. Le mien n'a aucun intérêt. Et le vôtre a l'intérêt que vous lui portez. Je n'ai pas de jugement à donner par rapport à cela. Est-ce qu'il est normal, Fernand Griffney ? Je vais vous dire autre chose. Et ça, c'est vrai parce que je parle de mon expérience. Je suis administrateur délégué d'ORES depuis le 1er janvier 2013. J'essaie de ne plus me tromper d'une année comme tout à l'heure. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, exactement. Jamais, je n'ai eu le sentiment de me trouver dans une situation où Julien Donfu, conseiller à l'époque au cabinet du ministre de l'Énergie, était dans une position de conflit d'intérêts. Je ne me suis jamais trouvé dans cette situation-là. Je crois que le conflit d'intérêts, Fernand Griffney, c'est quelque chose qui se prévient. Et je ne peux pas imaginer que dans le cabinet du ministre de l'Énergie, qui, malgré ce que vous dites, contrôle malgré tout la distribution, ou en tout cas la supervise, il n'est pas normal qu'il y ait des liens familiaux. Je sais que ce midi, Siegfried Brack a dit à la télévision qu'il était pour le conflit d'intérêts, mais je vous avoue que je ne comprends pas. Damien Ernst, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion technique de ce qu'on vient d'entendre ? Sur les prix des réseaux de distribution, au niveau des prix, moi je suis quand même persuadé que ils pourraient aller taper dans leur structure de coûts. Oui, bien sûr. Oui, vous le faites. On ne vous a pas attendu. Non, à l'Université de Liège, on ne pourrait pas aussi un peu taper dans la structure de coûts, vous croyez? Tout à fait. Ça coûte aussi très cher aux contribuables. C'est des unités dans lesquelles il y aurait moyen de taper dans la structure de coûts. Hein. Sauf que notre recteur n'a peut-être pas votre salaire non plus, quoi. Hein. Mais bon, passons sur ça. Vous n'êtes pas en train de vous grandir, monsieur Ernst, pour un professeur. Eh bien, écoutez, passons maintenant au niveau du conflit d'intérêts. Bon, c'est vrai que là, il y avait, comme vous l'expliquez, quelqu'un dans le cabinet, Julien Donfu, et puis il y a le père Donfu qui était administrateur d'ORES. Je pense que même monsieur Cruc en a parlé au Parlement de ce truc-là. Je vous ai entendu en parler, donc il n'était pas d'accord non plus. Maintenant, dire que les distributeurs n'influence pas, et ça c'est le point essentiel, la politique énergétique en Belgique, ça je pense que c'est complètement faux. Ils ont un pouvoir politique que très très peu de compagnies ont, de par le fait que ce sont les villes et les communes qui sont actionnaires en fait des distributeurs, et donc ils ont énormément de relais politiques aussi pour essayer de faire passer des pièces de législation qui les arrangeraient. C'est comme ça, je pense, pour toutes les compagnies où il y a un actionnariat public. Et ça, on ne peut pas le nier. Bon, Damien, on laisse répondre Fernand Griffney. Non, sur le dernier point, je peux admettre, effectivement, comme toute entreprise, effectivement, nous essayons de peser, nous essayons d'informer. Je ne fais pas le choix, la décision finale. On a parlé beaucoup de cette décision d'appliquer à vous un tarif d'utilisation du réseau, ou bien ne l'appliquer que pour le futur. C'est une question politique. Je reconnais que je me défile un petit peu en disant ça, mais fondamentalement, ce n'est pas au gestionnaire de réseau de distribution qu'il appartient de dire comment sa structure de coûts va être répartie sur une population. Ce sont des choix politiques. Et je peux comprendre ce que j'ai entendu tout à l'heure des deux membres du Parlement wallon qui disent le décret tarifaire n'a peut-être pas osé faire ces choix-là, ne les a pas fait en tout cas de façon assez claire, puisqu'aujourd'hui, si vous me demandez, de mon point de vue, si sur base de ce décret tarifaire, il y aura demain un tarif d'utilisation du réseau pour les prosumers du passé, pour l'appeler comme ça, c'est pas clair. Donc ça n'a pas été tranché clairement. Parce qu'on n'aime pas, je peux comprendre. Hein. Alors, si on parle de structure de coûts, je vais céder la parole aux deux élus. Si on parle de structure de coûts, on peut parler aussi de salaire. Et les intercommunales de distribution, ce sont des instruments qui, normalement, doivent être transparents. Est-ce qu'il n'y a pas certains salaires trop élevés dans les intercommunales? Je ne parle pas de celles dont on a, qui ont fait la une de la presse, mais par exemple chez ORES, est-ce que vous êtes prêt à publier les salaires, le vôtre notamment? Donc nous avons publié toutes les rémunérations qui sont aujourd'hui versées à des mandataires dans la société. J'insiste sur quelque chose qui est très important lorsqu'on regarde ORES.
toutes les rémunérations qui sont attribuées à des mandataires le sont sur base d'un travail, d'une prestation, d'une réunion, de décision, de responsabilité. Là même où nous avons des montants fixes, ça existe des montants fixes, on a prévu, c'était d'ailleurs le régulateur qui nous l'avait demandé, aujourd'hui je m'en félicite, on a prévu une clause d'assiduité, c'est-à-dire que l'administrateur qui ne vient pas, il n'a pas son montant fixe. Donc même notre montant fixe est variable. Et puis il y aura mon salaire, effectivement, c'est quelque chose qui est dans l'actualité. Moi j'ai été très clair par rapport à mon salaire. Ce n'est pas une question de vie privée. Je ne considère pas que ma vie privée mérite que l'on protège des informations sur mon salaire. Je le communiquerai. Simplement, je demande de pouvoir le communiquer, j'ai envie de dire, dans le respect d'une certaine gouvernance. Les premières personnes à qui je dois communiquer cet élément-là, ce sont mes actionnaires. Et donc, c'est dans mon rapport annuel, dans le rapport annuel d'Ores, que je communiquerai ma rémunération. Ce rapport, il sera public, il sera sur le site d'Ores. Tout le monde pourra savoir. Plus que 40 fois dormir, j'ai envie de dire, et cet insoutenable suspense sera enfin levé. Vous savez que les journalistes adorent les scoops. Donnez-nous la primeur. Non. Je l'ai refusé à M. de Boursu dimanche. Comment voulez-vous que je vous l'accorde à vous? Ah, ça, c'est pas gentil. Non, mais je ne suis pas là pour être gentil. Mais les actionnaires ne savaient pas le salaire avant, les années avant. C'est quand même étonnant, ça. Alors, le salaire de l'administrateur délégué d'Ores est vérifié en application des règles de corporate governance, est vérifié par le comité de nomination et rémunération et par le conseil d'administration d'Ores. Tout cela se fait en parfaite transparence. Vous savez, seules les sociétés cotées, ce que n'est pas Ores, ont cette obligation de publier dans leurs rapports annuels les rémunérations du comité de direction. Nous allons le faire alors que nous ne sommes pas cotés, parce que je comprends les questions qui sont posées et je comprends le sentiment qui aujourd'hui est dans la population. Une entreprise publique, hein, Fernand Griffinet. Bien sûr. C'est l'argent de tout le monde. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que votre salaire était dans le rapport annuel 2015 ? Mais je viens de vous expliquer que non, parce que nous ne sommes pas une société cotée et que mon salaire a été communiqué à ceux qui devaient le connaître, à savoir mon comité de nomination et de rémunération et mon... Pardon ? Mais vous le connaîtrez au mois de juin. Qu'est-ce que ça peut vous faire de le connaître maintenant plutôt qu'au mois de juin? Vous le connaîtrez au mois de juin. Ou bien essayez d'entrer au comité de nomination et de rémunération d'Ores et vous le connaîtrez plus vite. On va pas verser dans le populisme. On va attendre les fameux 40 jours. Je ne sais pas comment vous calculez, mais le mois de juin, c'est quand même un peu plus que 40 jours. Donc, on se donne rendez-vous au mois de juin. Un rapport annuel, ça s'imprime un peu avant. Bon. Alors, nous aurons la primeur de ce rapport annuel avant juin. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Parfait, très bien. Eh bien, je suppose que nous sommes tous prêts à en prendre note, mais je tiens à insister sur ce point. Fernand Griffinet, nous ne sommes pas ici pour verser dans le populisme. Nous essayons d'obtenir des réponses aux questions que les gens se posent de manière d'ailleurs tout à fait légitime, puisque, mesdames et messieurs, c'est quand même nous qui dirigeons en principe, ne l'oublions jamais. Bien, je voudrais demander à nos deux élus... de réagir. Jean-Luc Cruc, vous souhaitiez vous exprimer. Oui, trois choses. D'abord, sur les salaires, j'entends la réponse de Fernand Griffinet. Je suis persuadé qu'une des recommandations qui sortira de la commission Publifin, c'est celle d'imposer la transparence complète de toute rémunération de structures publiques. Et je vais plus loin, de structures publiques et de filiales créées par le public. Bien sûr. Si cette recommandation-là ne passe pas, je ne servirai plus à grand-chose comme parlementaire. Je pense qu'il faut clairement que ce rideau-là soit tiré dans le bon sens. Fernand Griffinet, d'accord. Deux, j'ai entendu Fernand Griffinet dire par rapport aux consommateurs et aux prosumeurs, nous sommes partenaires. C'est juste, mais vous n'êtes pas des alliés. À certains moments, vous n'êtes plus des alliés. Et c'est bien pour ça que la loi a prévu une quadrature. C'est bien pour ça qu'on a prévu l'AQAP et le rôle du ministre en termes politiques. L'AQAP doit justement permettre, dans un cadre, je ne le répète pas, mais on l'a dit, qui n'est pas malheureusement fixé, l'AQAP doit permettre la synthèse entre l'intérêt du consommateur, qui est celui d'avoir un tarif le plus bas possible, et celui du distributeur de pouvoir assurer le fonctionnement et la qualité du réseau. Et ces intérêts-là ne sont pas toujours les mêmes. Ils peuvent se rejoindre à un certain moment, et c'est là que l'AQAP doit jouer son rôle et que le gouvernement doit jouer son rôle. Et enfin... Troisième point. Oui, je voulais reconnaître une qualité à Ores. Le bashing wallon, moi, vous savez, j'en ai parfois soupé. J'appartiens à une commune, je suis bourgmestre d'une commune, Frane-les-en-Vin, qui pour partie était dans une intercommunale flamande. Gaz de l'Ouest, pour ne pas la citer. J'ai quitté cette intercommunale
pour une seule raison, c'est que le tarif était plus élevé que celui de Reims. Mais je veux la vérité de dire aussi, Fernand peut en témoigner, nous étions 5 communes. Sur les 5, il n'y en a qu'une qui l'a fait. Parce que les autres ont simplement pensé qu'ils pouvaient encore avoir, peut-être à titre individuel, c'est ça ma troisième remarque, à titre plus politique, quelques émoluments pour les uns et les autres. Et cette pratique-là, il faut y mettre fin. Bon. Philippe Henry. Transparence et contrôle. Bien sûr, vous savez que pour Écolo, c'est un combat de toujours, que nous avons concrétisé de différentes façons, que s'il y a en partie un certain nombre de discussions sur Publifin qui sont arrivées, c'est aussi parce qu'il y a une tutelle régionale qui aujourd'hui est possible, que nous avons mis sur la table de la dernière réforme de l'État. Je dis c'est un travail par étapes et par différents mécanismes, et que le gouvernement, et là je vais rejoindre aussi la discussion sur les réseaux de distribution, que le gouvernement n'exerce pas suffisamment son rôle de contrôle, parce qu'il y a effectivement des législations à avoir, de la transparence, et on doit aller plus loin de ce point de vue-là, bien entendu, certains salaires excessifs, bien entendu, mais il y a surtout des conflits d'intérêts, des manques de transparence, et des mécanismes de contrôle qui n'ont pas été exercés par le gouvernement. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que les réseaux de distribution, ils sont un acteur presque incontournable, parce qu'on a pu entendre aussi tout à l'heure des alternatives pour le futur qui nous montrent qu'ils ne seront peut-être pas tout le temps si incontournables que ça. Et on l'a dit d'ailleurs plusieurs fois en commission, au Parlement, de dire que la place du réseau, son rôle vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des prosumers, des pouvoirs publics, etc., ça allait évoluer dans le temps et ça devait être défini. Je pense que les différents réseaux ne se sont pas suffisamment encore remis en question dans leur pratique, dans leur disponibilité pour les différents acteurs. Et par exemple, en matière d'investissement à destination du renouvelable, mais ça a beaucoup trop traîné et qu'il y a encore aujourd'hui des investissements qui sont insuffisants dans cette dimension-là. Et donc les réseaux doivent le faire, mais le gouvernement doit aussi donner le cadre et exercer son contrôle pour que les réseaux le fassent. Alors Fernand Griffney, très vite parce que nous sommes à la fin de ce débat. Oui, effectivement, il y a des investissements à faire et je suis ravi que le monde politique nous rejoigne. Il faut continuer à investir dans les réseaux de distribution parce que notre monde change, vous en êtes la preuve. Et vraiment, le message que je voudrais vous donner, effectivement, notre monopole, il commence à appartenir à un passé. On a vu tout à l'heure que des solutions existent. Et moi, ce que je veux, ce n'est pas garder votre confiance tout simplement parce que vous devez être raccordé au réseau d'Orez. Mais c'est parce que dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous auriez fait le choix entre les différentes solutions qui sont disponibles, vous vous disiez « je reste sur le réseau de distribution parce que c'est la meilleure, parce que c'est la plus performante ». Ça, c'est mon défi et c'est mon ambition. Ok. Je voudrais clôturer ce débat en vous demandant, messieurs, de revenir peut-être à la question de départ. Il y a moyen de sortir par le haut du problème du non-respect ou des coups de canif dans le contrat qui a été conclu il y a plusieurs années déjà entre le gouvernement wallon et vous, mesdames et messieurs. Il y a moyen de sortir par le haut et vous avez une solution. Damien Ernst, est-ce qu'on vous écoute au gouvernement wallon ? Non, pas tellement en fait. Le problème c'est que je vais être très dur avec la politique énergétique wallonne. Je sais qu'on a attaqué beaucoup Écolo, c'est vrai que pour moi ils ont fait des gaffiments sur les certificats verts, mais je leur reconnaissais, non, ça c'est important, je leur reconnaissais quand même une chose, je leur reconnaissais juste une chose, c'est qu'Écolo n'a jamais été seul au gouvernement. Voilà, tout à fait, mais je reconnaissais quand même une chose au gouvernement passé, c'est qu'il y avait une vraie politique, une feuille de route en matière énergétique. Il n'y a pas eu le PV, il y a eu l'isolation des bâtiments, il y a eu un plan éolien, ça avançait. Moi j'ai l'impression que sur cette législature-ci, il y a une démission complète de la chose énergétique. C'est pas que le photovoltaïque, c'est pas que l'électricité, c'est l'isolation des bâtiments, c'est le transport, c'est plein de filières. Là je reconnais qu'Écolo avait bien bossé. Ils ont été moins forts sur le dossier PV, il faut l'admettre, mais ils avaient bien bossé et maintenant moi j'ai l'impression qu'il y a une démission. Donc c'est pas une question que le gouvernement wallon n'écoute ou n'écoute pas, c'est que j'ai l'impression qu'il a laissé tomber en fait, qu'il a laissé tomber toute politique énergétique. Eh bien, voilà, c'est tout. Nous allons devoir clôturer sur ces mots amers. Damien Ernst, je crois qu'il n'y a pas moyen de le dire autrement. Je voudrais remercier nos 2 élus, Jean-Luc Cruc et Philippe Henry du Parlement wallon. Merci à Fernand Griffney. Merci à Damien Ernst et bien sûr à François Toumsin qui nous a expliqué
qui nous a expliqué comment l'avenir pouvait se présenter. Merci, messieurs. Et je suis obligé de vous demander quelque chose, c'est de quitter le podium. Voilà, parce que vous devez céder la place à nos avocats.